Elle a été vendue à un mariage arrangé. Mais quand elle a vu qui était le marié, elle a failli s'évanouir. Clémence Martin vivait au rythme discret des jours semblables, entre les murs anciens d'un appartement modeste du quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. À 32 ans, elle n'était ni heureuse ni malheureuse. Elle avançait simplement. Professeure de littérature dans un collège public, elle trouvait encore, parfois, de la beauté dans les textes qu'elle enseignait. Ses élèves, adolescents agités et souvent indifférents, lui rappelèrent que la passion devait être semée comme une graine, sans garantie de floraison. Mais cela lui suffisait. Elle croyait encore, malgré tout, à la puissance des mots. Chaque matin, elle préparait le thé au jasmin que sa mère aimait tant. Cette dernière, affaiblie par une longue maladie pulmonaire, ne quittait presque plus sa chambre. Clémence lui lisait des passages de Rimbaud ou de Colette, espérant alléger les douleurs par la poésie. C'était là, dans cette intimité silencieuse, que son amour pour sa mère prenait tout son sens. Les rêves d'évasion, les projets de jeunesse, devenir éditrice, voyager à travers l'Asie, écrire un roman, s'était éteint sans drame, comme une chandelle oubliée dans le vent. Depuis quelque temps, toutefois, une inquiétude sourde s'insinuait dans son quotidien. Les factures s'empilaient, les échéances bancaires se rapprochaient dangereusement, et les médicaments de sa mère devenaient chaque mois plus coûteux. Leur petite épargne avait fondu, grignotée par les imprévus. Clémence avait bien tenté de donner des cours particuliers le soir, mais cela ne suffisait pas. Elle refusait l'idée d'un prêt. Elle n'avait personne vers qui se tourner. C'est dans ce contexte déjà fragile qu'un événement inattendu vint bouleverser son équilibre précaire. Par un matin de janvier, alors que la lumière peinait à percer la grisaille, la sonnette retentit. Clémence ouvrit la porte et son cœur rata un battement. L'homme qui se tenait là, le visage plus marqué mais reconnaissable entre mille, était son père. Elle ne l'avait pas vu depuis plus de 15 ans. Il était parti sans un mot, abandonnant sa famille dans un silence aussi brutal qu'incompréhensible. Elle l'avait cru mort, ou du moins avait appris à le considérer comme tel. Le revoir réveilla en elle une colère ancienne, un vertige de douleur enfoui. « Tu vas me laisser dehors ?» dit-il avec un ton trop calme pour être sincère. Elle hésita, puis, comme mue par une force étrange, elle s'écarta pour le laisser entrer. Il s'assit sans y être invité, observa l'appartement comme s'il y avait encore sa place. Elle resta debout, les bras croisés, prête à lui demander ce qu'il faisait là. Mais il la devança. « Je ne suis pas venu pour moi, Clémence. Je suis venu pour toi. Et pour ta mère. » Ces mots suffirent à la désarçonner. Il expliqua alors qu'il avait appris, par d'anciens contacts, la situation désespérée de la famille. Il affirma avoir une solution, un arrangement, un contrat avec un homme du sud de la France, riche, influent et surtout prêt à effacer toutes leurs dettes en échange d'un mariage. Le regard de Clémence se glaça. « Tu plaisantes? Tu veux me vendre ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis, avec une franchise déconcertante, il dit « Je te demande de sauver ta mère. Ce n'est pas une vente, c'est un sacrifice, le même que j'ai fait en partant, il y a des années. » Clémence sentit le sol se dérober. Elle ne savait pas ce qui la choquait le plus, la proposition elle-même ou la facilité avec laquelle il la formulait. Ce n'était pas une blague. Il avait déjà signé les premiers documents. L'homme, disait-il, paierait toutes les dettes médicales, couvrirait les frais de logement et assurerait un revenu mensuel fixe à condition que Clémence accepte de l'épouser. Sans poser de questions, sans délai. Elle resta longtemps silencieuse. Le mot « épouser » résonnait en elle comme une menace. Elle pensait à sa mère, à ses élèves, à son minuscule appartement qui menaçait d'être saisi. Elle pensait à elle-même, à cette femme qu'elle croyait forte, mais qui vacillait face à un chantage déguisé en sauvetage. Le père lui tendit une enveloppe. « Lys, tu as 2 jours pour donner ta réponse. » Puis il se leva, comme s'il venait de conclure un marché, et sortit sans un mot de plus. Clémence resta figée, l'enveloppe à la main, le cœur en vrac. L'hiver lyonnais, au dehors, semblait soudain moins glacial que l'avenir qui se profilait. Elle savait qu'en ouvrant cette enveloppe, elle ouvrirait aussi une porte sans retour. L'enveloppe reposait sur la table de la cuisine comme un piège encore fermé. Clémence la fixait depuis des heures, incapable de se résoudre à l'ouvrir. Le souvenir du regard de son père, vide d'émotion, la hantait. Il était revenu d'entre les absents, non pas pour demander pardon, mais pour lui proposer un sacrifice déguisé en solution. Elle entendait encore ces mots. « Tu as 2 jours. 2 jours pour dire oui à une vie qu'elle n'avait pas choisie. » La nuit fut blanche.
La toux de sa mère dans la chambre voisine résonnait comme un rappel cruel de la réalité. Quand enfin elle céda et déchira le papier épais, elle découvrit un contrat d'1 page, rédigé avec une froideur juridique. L'homme en question n'était nommé que par ses initiales, J.M. Le contenu était clair. Il offrait de rembourser l'intégralité des dettes familiales, de financer un traitement médical complet pour sa mère dans une clinique privée et de verser un revenu mensuel à Clémence. En échange, elle devait accepter un mariage civil et religieux dans un délai de 7 jours avec l'homme désigné et se plier à des conditions qui seraient précisées ultérieurement. Clémence sentit une nausée monter. Tout cela avait été orchestré sans elle. Son père avait déjà engagé les premières démarches. Un notaire à Aix-en-Provence validait les documents. Elle n'avait même pas le droit de connaître l'identité du futur époux avant le jour de la cérémonie. Elle était vendue. Il n'y avait pas d'autre mot. Elle tenta de confronter sa mère, mais cette dernière, affaiblie, détourna le regard. « C'est notre seule chance, souffla-t-elle. Ton père, il n'a jamais été bon, mais cette fois, il a trouvé une issue. » Clémence se sentit trahie. Même sa mère, celle qu'elle avait protégée pendant toutes ces années, semblait céder. Était-ce par résignation, ou croyait-elle vraiment que ce mariage sauverait ce qu'il restait de leur vie? Elle appela son père, exigeant des explications. Il la reçut dans un café discret du Vieux Lyon à l'abri des regards. Son calme l'irrita plus encore que ses paroles. L'homme est sérieux, discret, très riche. Il a besoin de cette union pour des raisons qui ne te concernent pas. Il m'a choisi toi. Tu n'as qu'à te présenter, porter une robe, dire oui, et tout sera réglé. Et si je refuse, demanda-t-elle, la gorge serrée. Tu ne peux pas, répondit-il sans hésiter. Les papiers sont déjà en cours. Et si tu refuses, nous perdons tout. Ta mère ne tiendra pas 1 mois dans cet appartement, et je ne serai plus là pour t'aider. Tu n'étais jamais là, murmura-t-elle. Il ne réagit pas. Il lui remit un billet de train pour Aix-en-Provence, daté de 3 jours plus tard, et un dossier contenant ses instructions. Le mariage aurait lieu dans une propriété privée, en Provence, loin de Lyon, loin de sa vie. Le jour du départ, Clémence fit ses valises comme une condamnée. Elle n'avait parlé à personne de ce qu'il se passait, pas à ses collègues ni à ses élèves. Elle laissa un mot à sa mère, court et sans émotion. « Je reviendrai. Sois forte. » En montant dans le train, elle sentit sa gorge se nouer. Elle aurait voulu pleurer, crier, fuir, mais quelque chose en elle s'était éteint. Une partie d'elle savait qu'elle n'avait plus le luxe du choix. Le voyage vers le sud fut long, ponctué de silences étouffants. Les paysages défilaient sans qu'elle les voie. Dans ses mains, le dossier restait fermé. Elle refusait de lire davantage, refusait de se préparer à une cérémonie qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle n'avait ni robe blanche ni alliance à essayer. Elle avait un contrat, un échange. Lorsqu'elle arriva à la gare d'Aix, une voiture noire l'attendait. Le chauffeur, un homme courtois mais froid, se contenta de l'accueillir d'un signe de tête. « Madame Martin, suivez-moi, je vous prie. » Le trajet jusqu'à la propriété dura une 30aine de minutes. À mesure qu'il s'éloignait de la ville, les paysages devenaient plus verdoyants. Des champs de lavande, des vignes à perte de vue, des collines douces baignées de lumière dorée. C'était magnifique, presque irréel. Mais Clémence ne voyait que les barreaux d'une cage dorée. À l'arrivée, elle découvrit une vaste bâtisse de pierre blanche, élégante et ancienne, entourée de jardins à la française. Plusieurs employés l'attendaient, tous vêtus avec soin, chacun semblant connaître son rôle. On la guida jusqu'à une chambre luxueuse, vaste et lumineuse, avec vue sur les vignes. Une robe l'y attendait, suspendue avec soin. Un mot manuscrit reposait sur le lit. « La cérémonie aura lieu dans 2 jours. Reposez-vous. Vous êtes chez vous. » Clémence prit le mot, le lut plusieurs fois. « Chez vous. » Elle rit, un rire bref, nerveux, presque douloureux. Elle était ailleurs, perdue, vendue à une vie qu'elle n'avait pas choisie. Et le plus absurde, c'est qu'elle ne savait toujours pas le nom de celui qu'elle allait épouser. Le lendemain de son arrivée, Clémence fut réveillée au lever du jour par une légère frappe à la porte. Une jeune femme aux traits sérieux et au regard fuyant entra sans attendre de réponse. « Bonjour, Madame Martin. Je suis Élodie, votre assistante personnelle durant votre séjour ici. Monsieur Moreau a demandé que vous lisiez ceci dès aujourd'hui. » Clémence, encore engourdie par une nuit sans sommeil, tendit la main. L'enveloppe que lui donna Élodie était lourde, cachetée d'un sceau en cire rouge.
À l'intérieur, elle découvrit un second contrat, plus détaillé, plus rigide encore que le premier. Elle lut les premières lignes et son estomac se serra. Le document stipulait, noir sur blanc, que le mariage aurait une durée minimale d'1 an. Aucun des deux conjoints ne pourrait annuler l'union avant cette échéance, sauf en cas de faute grave. Clémence, en tant qu'épouse, s'engageait à résider en permanence sur la propriété vinicole et ne pourrait s'en absenter sans autorisation écrite de son mari. Toute rupture des conditions entraînerait l'annulation des aides financières, y compris celles dédiées au traitement médical de sa mère. Elle continua sa lecture, chaque ligne la choquant un peu plus. Il lui était interdit de divulguer les détails de l'accord à quiconque, y compris à des membres de sa famille ou à la presse. Elle ne pourrait entretenir aucun contact extérieur sans approbation. Elle devrait assister à certains événements sociaux en tant qu'épouse de M. Moreau, toujours sous son contrôle. Le langage employé n'était pas juridique, mais presque militaire. Ce n'était pas un contrat de mariage, c'était une assignation. « Ce n'est pas légal », murmura-t-elle. Élodie haussa les épaules, visiblement habituée à ce type de réaction. Tout a été rédigé par les avocats de monsieur. Il a déjà fait des arrangements similaires et tout a toujours été irrespecté. Clémence leva les yeux vers elle. Des arrangements similaires? Il a déjà fait cela avec d'autres femmes? Élodie baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Je ne suis pas autorisée à discuter de cela. La journée passa dans une brume étrange. Clémence errait dans la propriété, sous l'œil discret mais constant des employés. Le domaine était magnifique, des galeries ombragées, des caves centenaires, des terrasses ouvertes sur la vallée. Elle y aurait trouvé de la paix, en d'autres circonstances. Ici, elle ne sentait que l'ombre d'un piège. Elle tenta d'appeler sa mère, mais la ligne était bloquée. Elle n'eut droit qu'à un message enregistré. Les communications seront rétablies après la cérémonie. Ce fut le premier moment où elle se sentit véritablement prisonnière. Elle n'avait plus aucun contrôle. Elle chercha des visages familiers, mais il n'y avait que des domestiques silencieux. Tous semblaient jouer un rôle, comme dans une mise en scène. À chaque recoin, elle se heurtait à des sourires vides, à des courbettes inutiles. Personne ne lui parlait vraiment. Elle avait l'impression d'être un fantôme. Le deuxième soir, Élodie revint avec un second pli. Voici votre itinéraire pour demain. Répétition à 10 h du matin. Coiffure et maquillage à 14 h. Essayage final de la robe à 16 h. Dîner privé dans la salle d'honneur à 19 h. Le futur époux sera présent. Clémence la fixa, stupéfaite. Il sera là? Je vais enfin le voir? Élodie hocha la tête. Il souhaite vous rencontrer une seule fois avant la cérémonie, juste pour valider la présentation. Valider la présentation. Ces mots la heurtèrent comme une gifle. Elle n'était plus une femme. Elle était un objet, un arrangement, un contrat. Dans sa chambre, elle relut les clauses. Chaque paragraphe lui semblait plus absurde que le précédent. Pourtant, derrière l'absurdité, il y avait une logique implacable. La sienne. La logique d'un homme qui voulait le contrôle total, qui voulait enfermer quelqu'un dans un rôle sans échappatoire. Mais quelque chose l'intriguait. Il y avait un passage en bas de la 3e page, presque caché, rédigé en italique. Ce contrat est une mesure de protection, non une punition. Il est destiné à protéger les deux parties d'un mal passé et à garantir une paix durable. Elle relut cette phrase plusieurs fois. Un mal passé. De quoi parlait-il? Quel passé justifiait une telle mise en scène? Qui était cet homme qui se croyait autorisé à la priver de liberté pour régler ses comptes avec le passé? La nuit tomba, et Clémence ne dormit pas. Elle se tenait debout face à la fenêtre, observant les vignes à la lueur de la lune. Chaque feuille brillait d'un éclat argenté, paisible, silencieux. Elle se demanda si elle savait, ces vignes, qu'elles étaient le décor d'une histoire tordue. Le lendemain, elle enfila la robe blanche, les mains tremblantes. La robe lui allait parfaitement, comme si elle avait été taillée pour elle depuis des années. Un frisson la parcourut. Elle n'avait pas encore vu son futur mari. Mais lui, visiblement, la connaissait déjà très bien. À bord du train qui la conduisait vers le sud de la France, Clémence se tenait droite, les yeux perdus dans le défilement des paysages. Les champs s'étendaient à perte de vue, puis laissaient place à des forêts, à des villages perchés, à des rivières silencieuses. Elle n'avait pris qu'une petite valise, quelques robes simples, des livres qu'elle n'avait pas la force de lire et une trousse de toilette. Elle se sentait vide,
comme dissociée d'elle-même. Chaque bruit du train lui paraissait amplifié. Le roulement sur les rails, le murmure des conversations voisines, les annonces aux arrêts. Son esprit, pourtant, restait figé. Elle ne savait pas où elle allait vraiment. L'adresse était vague, le nom du domaine vinicole absent. Seul un chauffeur l'attendrait avec une pancarte portant son nom. Elle descendrait, suivrait, obéirait. À l'arrivée à la gare d'Avignon, le soleil frappait déjà fort. Elle repéra sans mal un homme en costume gris foncé, droit et impassible, tenant une pancarte. « Clémence Martin ». Elle s'approcha. « Bonjour, c'est moi ». Il hocha la tête sans sourire. « Suivez-moi, madame ». La voiture était climatisée, silencieuse, et sentait la lavande. Durant le trajet qui dura près d'1 heure, l'homme ne prononça pas un mot. Clémence regardait le paysage changer. Les champs de lavande laissaient place à des rangées de vignes parfaitement alignées, puis à des collines dorées sous le soleil. Un luxe discret, ancien, semblait imprégner chaque détail. Mais tout ce raffinement avait pour elle le goût d'un piège. Ils arrivèrent enfin devant un portail de fer forgé, orné d'un blason qu'elle ne reconnut pas. En lettres anciennes, on pouvait lire « Domaine Moreau ». Le nom ne lui évoquait rien. La voiture traversa une longue allée bordée de cyprès, puis s'arrêta devant une bâtisse imposante de pierre claire, à l'architecture élégante et sobre. Tout semblait prêt pour recevoir une mariée, mais aucun signe de fête n'était visible. Pas de guirlande, pas de fleurs, pas de musique. Tout était calme, trop calme. Elle fut accueillie par une femme d'un certain âge, au chignon parfait et à l'expression professionnelle. « Bienvenue, Madame Martin. Je suis Madame Rousseau, intendante du domaine. Votre chambre vous attend, suivez-moi. » Clémence traversa des couloirs lumineux, au sol en pierre, ornés de tableaux anciens. L'atmosphère y était feutrée, presque religieuse. Chaque détail semblait choisi avec soin, mais aucun ne respirait la joie. C'était un lieu d'ordre, de silence, de contrôle. Sa chambre donnait sur les vignes. Une vaste pièce, avec une salle de bain attenante, un lit king size, des draps d'un blanc impeccable. Sur la coiffeuse, un dossier l'attendait. Elle l'ignora, s'approcha de la fenêtre. De là, elle pouvait voir la terrasse, les jardins, un petit bassin entouré de statues anciennes. Tout était parfait. Et pourtant, elle avait l'impression d'être dans un décor de théâtre, prête à entrer en scène sans avoir lu le script. Pendant 2 jours, elle fut soumise à un programme strict. Essayage, répétition de marches dans les jardins où aurait lieu la cérémonie, choix de la coiffure et du maquillage. Chaque moment était organisé avec une précision militaire. Elle posait des questions, mais personne ne lui répondait. « Monsieur Moreau souhaite que tout soit une surprise », répétait-on. Mais qui était donc cet homme? Pourquoi tenait-il tant à cette mascarade? Pourquoi elle? Clémence cherchait des indices, observait les moindres détails. Elle explora le domaine, mais certaines parties lui étaient interdites. Une aile entière de la maison lui fut fermée. Elle y vit une nuit, de la lumière filtrée sous une porte. Mais à son approche, tout s'éteignit. Elle sentait qu'on la surveillait. Chaque employé semblait savoir où elle se trouvait, à chaque instant. Même Élodie, qui lui apportait les repas dans sa chambre, gardait une distance polie sans jamais la regarder dans les yeux trop longtemps. Clémence comprit qu'elle n'était pas une invitée. Elle était attendue, oui, mais pas comme on attend une mariée. Plutôt comme on attend une pièce essentielle dans un plan plus vaste. La veille de la cérémonie, alors qu'elle prenait l'air dans le jardin à la nuit tombée, elle entendit 2 employés parler à voix basse près du cellier. « Elle ne sait toujours pas qui c'est ?» demanda l'un. « Non, il veut que ce soit au moment des vœux, comme prévu. C'est cruel quand même, après tout ce temps. Il veut qu'elle ressente ce qu'il a ressenti. » Les 2 voix se turent en la voyant approcher. Clémence fit mine de rien, mais son cœur battait à tout rompre. Après tout ce temps, elle se répéta cette phrase encore et encore. Il y avait un passé entre elle et cet homme, un lien qu'elle avait oublié ou qu'on lui avait caché. Elle fouilla sa mémoire, mais rien ne remontait. Aucun JM, aucun souvenir marquant. Le matin de la cérémonie arriva. Elle fut habillée, coiffée, maquillée sans un mot. Elle avait cessé de protester. Sa seule volonté, désormais, était de comprendre. Ce qu'elle allait vivre n'avait rien d'un mariage. C'était une confrontation, et elle sentait que le moment où elle découvrirait l'identité de son futur mari allait tout bouleverser. Le jardin avait été transformé en un théâtre nuptial d'une élégance glacée.
Sous une tonnelle de lierre taillée à la perfection, des chaises blanches avaient été disposées de part et d'autre d'un étroit tapis crème qui serpentait jusqu'à l'autel. Aucun invité n'était présent, hormis une dizaine de personnes du personnel, toutes en tenue de cérémonie. Un violoniste jouait doucement à l'ombre d'un olivier, une mélodie lente et ancienne. Le ciel était clair, le vent léger. Rien, dans l'apparence des lieux, ne laissait présager la violence émotionnelle qui allait s'abattre sur Clémence. Elle marchait lentement vers l'autel, guidée par Élodie, qui tenait sa traîne avec un soin mécanique. Clémence avait la bouche sèche, les mains glacées malgré la chaleur du jour. Son cœur battait à tout rompre. Elle se demandait encore si elle devait fuir. Mais ses jambes avançaient d'elles-mêmes, dociles, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Quand elle atteignit le bout du tapis, elle leva enfin les yeux vers l'homme qui l'attendait, et tout bascula. Julien Moreau. Elle faillit s'effondrer sur place. Un vertige violent l'assaillit, suivi d'un frisson qui lui parcourut l'échine. C'était lui, Julien, son Julien, celui qu'elle avait connu à l'université, celui qu'elle avait aimé passionnément et quitté brutalement, sans explication, plus de 10 ans auparavant. Il se tenait là, droit dans son costume noir parfaitement taillé, le regard dur, les bras croisés dans le dos. Il la fixait sans un mot, sans émotion apparente. Mais ses yeux qu'elle n'avait jamais oubliés, brûlaient d'un feu ancien, d'une rancune muette. Clémence sentit le monde tourner autour d'elle. Tout prit sens et se brouilla en même temps. Julien Moreau, le J.M. Mac du contrat, le propriétaire du domaine, le créateur de cette mise en scène absurde. C'était lui. Il était derrière tout cela. Et elle allait l'épouser. « Julien » murmura-t-elle, presque sans voix. Il ne répondit pas. Il inclina légèrement la tête, comme s'il reconnaissait son nom, mais sans chaleur, sans tendresse. Il n'y avait ni sourire, ni colère affichée. Seulement cette froideur tranchante, implacable. Le prêtre commença la cérémonie. Clémence n'entendait que des bribes. Son corps était là, figé, mais son esprit errait dans un chaos intérieur. Pourquoi? Pourquoi avait-il orchestré cela? Pourquoi n'avait-il pas parlé, pas écrit, pas cherché un autre moyen? Pourquoi maintenant? Quand vint le moment des vœux, Julien prit la parole le premier. Sa voix, grave et maîtrisée, la frappa comme une gifle. Moi, Julien Moreau, je m'engage à respecter ce mariage pour la durée convenue, à subvenir aux besoins de Clémence Martin, à assurer sa sécurité et son confort et à respecter les termes du contrat que nous avons signé. Chaque mot était un rappel cruel qu'il ne s'agissait pas d'amour, pas de pardon, mais d'un pacte, d'un échange froid, voulu par lui, calculé. Puis ce fut à elle. Elle hésita. Elle avait envie de fuir, de hurler, de pleurer, mais elle prononça les mots, mécaniquement. Moi, Clémence Martin, je m'engage à honorer ce mariage, à respecter les conditions établies et à demeurer auprès de Julien Moreau pour la durée du contrat. Le prêtre conclut rapidement. Il n'y eut pas de baiser, pas d'embrassade. Julien s'inclina à peine et lui offrit son bras. Elle le prit, le cœur au bord des lèvres. Le silence les enveloppa, tandis qu'ils regagnaient la maison, salués par les regards neutres des employés. Dans le grand salon, un dîner avait été dressé pour deux. Mais Julien ne resta pas. Il s'adressa à elle brièvement, sans la regarder. « La chambre que tu occuperas est à l'étage nord. Tu es libre d'aller où tu veux, à l'intérieur du domaine. » Elle ne répondit pas. Il s'éloigna. Clémence resta seule, au milieu d'une pièce magnifique, noyée de dorures et de cristal. La robe lui collait à la peau. Sa gorge était serrée, son cœur en morceaux. Elle monta lentement vers sa chambre. Une fois la porte refermée, elle s'effondra. Elle mit des heures à rassembler ses pensées. Julien Moreau, il l'avait reconnu. Il avait fait tout cela en connaissance de cause. Mais pourquoi? Était-ce une vengeance? Une mise en scène pour lui faire payer son départ d'autrefois? En explorant timidement sa nouvelle chambre, elle ouvrit un tiroir du bureau. À l'intérieur, elle trouva une boîte en bois sombre. Elle l'ouvrit. Des photos. Elle, à 20 ans, assise sur les marches de la bibliothèque universitaire, riant dans un café avec une amie, tenant un livre contre sa poitrine. Des clichés volés, tendres, intimes. Julien les avait gardés. Durant toutes ces années. Elle referma la boîte, le cœur au bord de l'explosion. Rien n'était fini. Au contraire, tout recommençait. Les jours qui suivirent la cérémonie se déroulèrent dans une torpeur étrange. Clémence, désormais Madame Moreau selon les registres civils,
vivait dans une aile du domaine où personne ne venait, sans y être expressément invité. Julien, quant à lui, semblait avoir disparu. Elle ne le croisait qu'occasionnellement au détour d'un couloir, d'un repas auquel il ne s'attardait jamais, ou d'un échange de regards lors des réunions administratives du domaine, auxquelles elle n'était pas conviée. Il ne lui adressait presque pas la parole. Lorsqu'il le faisait, c'était d'un ton neutre, dénué d'émotion. Il ne lui posait aucune question, ne s'excusait pas, ne s'expliquait pas. Clémence, qui avait cru que leur histoire passée pourrait au moins justifier une confrontation, n'avait reçu que le mur froid de son silence. Elle tenta, à plusieurs reprises, de lui parler. Lors d'un dîner, elle brisa le silence. Pourquoi ce contrat? Pourquoi maintenant? Il leva les yeux vers elle, lentement, puis se contenta de répondre « Ce n'est pas encore le moment d'en parler ». Puis il reprit son verre de vin et quitta la table, la laissant seule. Clémence se sentit piégée dans une routine imposée. Chaque jour, elle recevait un emploi du temps. Promenade autorisée dans certaines zones du domaine, heures de repas fixes, visite ponctuelle du médecin personnel de Julien, sous prétexte de surveiller son adaptation. On la traitait avec une déférence distante, comme une pièce fragile dans une vitrine de porcelaine. Mais ce qui la troubla le plus fut ce qu'elle découvrit au fil de ses explorations nocturnes. Elle avait pris l'habitude de sortir discrètement de sa chambre à la nuit tombée, parcourant les couloirs silencieux du manoir, guidée par une intuition qui lui serrait la gorge. Dans l'aile est, un soir, elle entra dans une pièce sombre, illuminée seulement par la lune filtrant à travers des rideaux épais. C'était un bureau, mais pas celui de Julien. Les meubles datèrent d'une autre époque, et une odeur ancienne y flottait. Sur un mur, elle vit quelque chose qui la glaça. Un tableau composé de plusieurs cadres de photos. Toutes représentaient Clémence, à différentes époques de sa vie. Elle en reconnut certaines, prises à la fac, mais d'autres, elle ne les avait jamais vues. Des photos d'elle marchant seule dans les rues de Lyon, en train de corriger des copies à travers la vitre d'un café ou regardant les vitrines d'une librairie. Quelqu'un l'avait suivie, observée, pendant des années. Elle recula, suffoquée. Il n'y avait aucun doute. Julien avait collectionné ces images. Était-ce une obsession, une forme de passion déformée par le temps et la douleur, ou un simple besoin de contrôle? Elle ne savait plus. Ce qu'elle savait, c'est que rien dans cette maison n'était laissé au hasard. Un matin, elle trouva dans le salon un livre qu'elle n'avait pas vu auparavant. Un recueil de poèmes de Paul Éluard, ouvert à une page marquée par un ruban bleu. Le poème s'intitulait « Je t'aime ». Elle le lut, les mains tremblantes, le cœur battant. Était-ce un message? Un souvenir? Une provocation? Elle le reposa et remonta dans sa chambre, incapable de trancher. Julien apparaissait à la fois comme un homme blessé, nostalgique et comme un marionnettiste cruel. Une nuit, elle le vit dans les vignes. Il marchait seul, une lanterne à la main. Elle faillit l'appeler, mais resta immobile. Elle observa sa silhouette s'éloigner, puis disparaître dans l'ombre des ceps. Il semblait hanté par quelque chose. Peut-être par elle, peut-être par une version d'eux-mêmes disparue depuis longtemps. Le surlendemain, elle le croisa dans la bibliothèque. C'était la première fois qu'elle entrait dans cette pièce. Il était là, debout devant les rayonnages, feuilletant un livre sans vraiment lire. Elle s'approcha lentement. « Tu as gardé toutes ces photos », dit-elle doucement. Il se figea, mais ne se retourna pas. « Tu as disparu sans un mot. Je n'ai jamais compris pourquoi. Tu ne m'as jamais cherché. J'ai passé des années à te chercher, Clémence, mais quand j'ai compris ce qui t'avait fait fuir, il était trop tard. Tu avais disparu. Alors pourquoi me faire revenir comme ça, par un mariage, par un contrat absurde ?» Il se retourna lentement. Dans son regard, elle vit pour la première fois autre chose que de la froideur. Il y avait de la douleur et une fureur maîtrisée. Parce que je veux des réponses. Et parce que je voulais que tu ressentes ce que c'est que d'être coincé. Il s'éloigna sans ajouter un mot. Clémence resta seule dans la bibliothèque, le souffle court. Elle comprenait mieux, mais pas encore tout. Ce silence, ce contrat, cette mise en scène, ce n'était pas seulement de la vengeance. C'était un appel. Une tentative désespérée de recoller les morceaux, même si les éclats de leur histoire passée étaient devenus des armes. Le calme apparent du domaine fut brutalement rompu par une soirée où les mots, longtemps contenus, se libérèrent comme une tempête. Tout avait commencé par un dîner ordinaire, organisé par Julien à la dernière minute.
Clémence fut conviée à rejoindre la salle d'apparat à 20 heures précises. Elle s'y rendit avec méfiance, se demandant s'il s'agissait d'une nouvelle provocation ou d'une tentative de rapprochement. La table était dressée pour deux avec une élégance presque excessive. Chandelier, argenterie, verre de cristal. Julien était déjà là, debout, en costume sombre, le visage fermé. « Assieds-toi », dit-il sans lever les yeux. Clémence s'exécuta. Le repas débuta dans un silence pesant. Seuls les bruits des couverts et les pas discrets du majordome troublaient l'ambiance glaciale. Puis, soudain, Julien brisa le silence. « Tu ne comptes rien me dire, rien expliquer, rien regretter ?» Clémence releva la tête, surprise par le ton. Il n'était plus distant. Il était tendu, prêt à exploser. « Que veux-tu que je dise, Julien? Tu as tout décidé, tu m'as piégé ici. Tu veux des réponses? Pose des questions. Pourquoi es-tu parti? Pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai attendu un message, un signe, quelque chose, et tu as juste disparu. » Il frappait la table de ses poings, sans violence, mais avec une rage contenue. Clémence sentit la peur, mais surtout une vieille douleur remonter à la surface. Elle inspira profondément. Parce que je n'avais pas le choix. Parce que mon père était en train de sombrer dans quelque chose de plus grand que moi. Il avait falsifié des papiers. Il utilisait mon nom dans ses combines. Et j'ai eu peur qu'il t'entraîne dans sa chute. Il m'a supplié de partir. Il m'a juré que c'était pour te protéger. Julien la fixait, les mâchoires serrées. Il semblait vaciller entre l'incrédulité et une compréhension naissante. « Tu veux dire que tu es parti pour me protéger ?» « Oui. Et parce que j'étais jeune, idiote, terrifié, j'ai cru que disparaître était la seule solution. Mais j'ai toujours regretté, tous les jours. » Il se leva brusquement, fit quelques pas en arrière, puis revint vers elle. Son regard était incandescent. « Tu m'as laissé seul, j'ai tout perdu. Quand ton père a été accusé, c'est mon nom qui a été mêlé à ses affaires. J'ai été interrogé, discrédité. J'ai dû vendre mes parts, quitter mes projets. Il avait tout prévu. Et toi, tu étais introuvable. » Clémence pâlit. « Il a utilisé ton nom, je ne savais pas. » « Bien sûr que tu ne savais pas, tu étais parti. Et moi j'ai mis des années à comprendre, à reconstituer les pièces. Et quand j'ai enfin retrouvé ta trace, tu étais là, à Lyon, professeur dans un collège, vivant comme si rien ne s'était passé. » Clémence se leva à son tour. Elle tremblait. « Tu crois que c'était facile? Tu crois que j'ai vécu tranquille, heureuse? J'ai tout abandonné. Mes études, mes rêves. Je me suis occupée de ma mère, seule. J'ai vécu dans la peur qu'on vienne frapper à ma porte pour m'accuser des crimes de mon père. Je t'ai aimé, Julien. Je t'aimais. Et c'est pour ça que je suis parti. » Julien resta silencieux. Puis, dans un souffle, « Et maintenant ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Maintenant, je suis ici. Et je ne sais pas si je suis venu pour me défendre ou pour comprendre pourquoi toi que j'ai aimé, tu as choisi de me punir de cette manière. » Un long silence suivit. Julien détourna le regard, visiblement secoué. Il marcha vers la fenêtre, ouvrit les battants, laissa l'air de la nuit envahir la pièce. Puis, sans se retourner, « Je ne savais plus comment te faire revenir, alors j'ai tout orchestré. Le contrat, les conditions. Je voulais te forcer à rester, pour t'obliger à faire face. Et maintenant que je suis là, » il se retourna lentement. « Je ne sais pas. » Clémence se rassit, épuisée. L'explosion avait eu lieu. Les masques étaient tombés. Elle ne savait pas ce que cela changerait. Mais pour la première fois depuis son arrivée, elle avait l'impression d'exister à nouveau, d'être une voix, un visage, une histoire, et non un pion dans un plan vengeur. Julien quitta la salle sans un mot de plus. Clémence resta seule, le cœur en miettes, mais libérée d'un poids. Ce n'était pas encore de la réconciliation, mais c'était un début. La tension de la confrontation avec Julien restait suspendue dans l'air comme une brume lourde. Clémence passait ses journées dans un état d'alerte silencieuse, se demandant à chaque instant si une nouvelle vérité surgirait de l'ombre. Les révélations sur le rôle de son père, les accusations, la chute de Julien, tout cela formait un labyrinthe d'émotions qu'elle ne parvenait pas encore à démêler. Un après-midi, alors qu'elle profitait d'une rare accalmie dans les jardins, elle surprit Élodie au téléphone, à voix basse, derrière une haie. Ce n'était pas dans ses habitudes de tendre l'oreille, mais quelque chose dans le ton de la conversation éveilla sa curiosité. Non, il ne lui a pas tout dit. Elle croit encore que c'était pour la punir, mais il a fait ça pour la protéger, pas pour la blesser. Clémence recula discrètement, le cœur battant. Elle attendit qu'Élodie s'éloigne, puis retourna dans sa chambre.
Ce fragment de phrase tournait dans sa tête. Julien l'aurait protégée? De quoi? De qui? Elle savait que le téléphone de la maison était filtré. Mais dans la salle des domestiques, il y avait un combiné secondaire accessible lorsqu'ils prenaient leur pause. Elle attendit la nuit. Lorsque tout fut calme, elle descendit discrètement, entra dans la pièce et composa le numéro d'une seule personne en qui elle avait confiance. Alice, son amie d'université, aujourd'hui journaliste indépendante. « Clémence, c'est toi? Mon Dieu, tu es vivante? Je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois te demander une chose. Julien Moreau, est-ce que tu sais ce qui s'est passé entre lui et ma famille ?» Il y eut un silence. Puis, Alice répondit avec prudence. « Tu devrais peut-être me dire ce que toi tu sais et ce que tu ignores. » Clémence résuma rapidement la situation. Le contrat, le mariage forcé, la réapparition de Julien, les accusations contre son père, l'explosion récente. Alice soupira. « Clémence, Julien a passé des années à chercher la vérité. Il a mis des enquêteurs sur les traces de ton père, mais aussi sur toi. Il voulait comprendre pourquoi tu avais disparu. Je le sais, parce qu'il m'a contacté il y a 3 ans. Il m'a demandé si je savais où tu étais. Il t'a contacté et tu ne m'as rien dit. Il m'a juré qu'il voulait t'aider, qu'il avait été impliqué dans les malversations à son insu. Il a perdu son entreprise, a été discrédité dans la presse. Et malgré ça, il cherchait encore à te retrouver. Pas pour te punir, mais pour éviter que tu sois mêlé à ce scandale. » Clémence sentit ses jambes faiblir. Elle s'assit lentement sur un banc. « Alors pourquoi m'avoir forcé à ce mariage? Je crois qu'il a voulu s'assurer que tu l'écouterais, que tu ne t'enfuirais pas une seconde fois. Il s'y est peut-être mal pris, mais son obsession, c'était de te faire ouvrir les yeux. Il ne voulait pas que tu portes le poids d'un crime que tu n'as pas commis. Il m'a dit qu'il avait tout perdu à cause de mon père. C'est vrai. Et pourtant, il a refusé de témoigner contre toi. Il a même tenté d'effacer les preuves qui t'impliquaient. Il a brûlé ses ponts avec ses partenaires pour protéger ton nom. Clémence, il a peut-être tout fait de travers, mais ce n'était pas de la vengeance. C'était du sacrifice. » Clémence resta silencieuse un moment. Elle sentit un nœud se former dans sa gorge. Tant d'années de non-dits, de souffrances silencieuses, de décisions prises dans la peur et l'ignorance, et au centre, un homme qu'elle avait cru cruel, mais qui s'était peut-être simplement battu à sa manière. « Alice, tu peux trouver des documents, des preuves que Julien a essayé de me protéger? Je vais voir ce que je peux récupérer. Il y avait une enquête interne dans une société de Bordeaux. Je te rappellerai dès que j'aurai quelque chose. » Clémence raccrocha, la main tremblante. Elle remonta dans sa chambre, la tête pleine de questions nouvelles. Si Julien n'avait vraiment agi ainsi, alors tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait. Elle le chercha dans la maison, mais il était absent. On lui dit qu'il était parti inspecter une nouvelle parcelle de vigne à l'aube. Elle décida de l'attendre. Elle ne savait pas encore ce qu'elle lui dirait, mais elle savait que quelque chose venait de changer. Le soir venu, Julien rentra. Elle l'attendait dans le salon, debout. Lorsqu'il entra, il la vit, s'immobilisa et resta silencieux. « Tu m'as protégé, » murmura-t-elle. Il ferma les yeux un instant, puis, lentement, hocha la tête. « J'ai fait ce que j'ai pu, même si c'était maladroit. Tu aurais pu me dire la vérité dès le premier jour. Tu étais en colère, méfiante, et moi trop fière. Alors maintenant, dis-moi tout, depuis le début. Je veux tout savoir. » Julien s'approcha, tira une chaise et s'assit en face d'elle. « Prépare-toi, ce que tu vas entendre changera tout. » Le salon était plongé dans une pénombre douce. Une unique lampe diffusait une lumière chaude entre Clémence et Julien, assis face à face. Il avait le visage tiré, mais son regard était calme. Elle, droite sur sa chaise, attendait. Elle avait ouvert une porte et maintenant elle devait traverser. Julien commença à parler d'une voix posée. « Après ta disparition, j'ai d'abord cru que c'était une fuite, que tu m'avais menti, joué un rôle. Puis j'ai appris ce que ton père faisait, les fausses sociétés, les signatures falsifiées. Mon nom est apparu sur des documents. À l'époque, je ne comprenais pas comment. J'ai été accusé de complicité. Mon entreprise a été gelée. J'ai perdu mes partenaires. Mon associé m'a trahi pour se sauver. » Clémence écoutait en silence, chaque mot comme un coup de poignard. Elle sentait la douleur qu'il avait dû endurer, seule, et la culpabilité de ne pas avoir été là. « J'ai mis du temps à comprendre. Ton père m'avait approché sous prétexte de m'aider dans un projet vinicole. J'avais 25 ans. J'étais naïf, ambitieux. Il a utilisé ça pour insérer mon nom dans ses manigances.
Et toi, tu avais disparu. Personne ne savait où tu étais. J'ai cru que tu étais complice. Je ne savais rien, murmura Clémence, rien de tout cela. Je le sais maintenant, mais à l'époque, je voulais juste te retrouver. J'ai lancé une enquête privée, puis je t'ai retrouvé à Lyon. Je t'ai observé. J'ai vu que tu vivais modestement, sans ambition, sans danger apparent. Et pourtant, je ne suis pas venu. Pourquoi? Parce que j'étais en colère, parce que je t'aimais encore, et que je ne savais pas si te voir m'apaiserait ou m'anéantir. Alors j'ai décidé de t'obliger à revenir vers moi, pas par amour, par nécessité. Je me suis dit que si je créais les conditions d'un affrontement, alors nous pourrions enfin nous dire la vérité. Il se leva, marcha lentement vers une bibliothèque encastrée, en sortit une petite boîte en cuir brun. Il la posa sur la table. « Il y a quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de t'envoyer. » Clémence ouvrit la boîte. À l'intérieur, soigneusement pliée, se trouvait une lettre, une feuille jaunie écrite à la main. Elle la reconnut immédiatement. C'était son écriture, et ce qu'elle lut la laissa sans voix. « Clémence, je sais que tu es partie. Je ne comprends pas pourquoi. Mais si tu lis cette lettre, sache que je t'aime, et que je suis prêt à tout abandonner pour toi. Fuyons ensemble, laisse tout derrière. Le reste n'a pas d'importance. Si tu ressens encore quelque chose, viens à la gare vendredi prochain à 11h du matin. Je t'y attendrai. Julien. » Elle leva les yeux, bouleversée. « Je n'ai jamais reçu cette lettre. Je l'ai donnée à ton père, 3 jours après ta disparition. Il m'a assuré qu'il te la remettrait. » Clémence sentit son sang se glacer. Les pièces s'emboîtaient. Une manipulation, une séparation orchestrée. Il m'a dit de partir. Il m'a dit que c'était pour ton bien. Il m'a dit que tu m'oublierais vite. Il m'a enfermé dans un mensonge. Julien s'assit de nouveau, les yeux rivés aux siens. Il ne voulait pas que tu m'emmènes avec toi. Il savait que je fouillerais, que je découvrirais tout. Alors, il m'a éloigné. Et toi, il t'a fait disparaître. Clémence tenait la lettre contre elle comme un talisman. Tout son monde intérieur s'effondrait. Elle avait vécu des années avec une vérité amputée, avec l'idée qu'elle avait fui, seule, par devoir, alors qu'en réalité, on l'avait privée d'un choix, d'un amour. « J'aurais été à la gare, dit-elle, la voix brisée. Si j'avais su, j'y serais allé. Et moi, je serais parti avec toi. » Ils restèrent là, en silence, chacun ruminant ce qu'aurait pu être leur vie si la lettre avait atteint sa destinataire, ce qu'ils auraient pu devenir ensemble. Clémence ne pleurait pas. Elle n'avait plus de larmes. Seulement une fatigue immense, une sensation d'injustice profonde, mais aussi, dans le fond, une forme étrange de soulagement. La vérité enfin était là. « Que comptes-tu faire » demanda Julien. « Je vais chercher la vérité, toute la vérité. Et si mon père a détruit nos vies, alors il devra répondre de tout cela. » Julien hocha lentement la tête. « Alors je serai à tes côtés. » Elle le fixa, hésitante. « Et si un jour il n'y avait plus de contrat? Si tout ça n'était plus que passé? Alors nous verrons, » répondit-il simplement. « Ce jour-là, tu décideras, en toute liberté. » Les jours suivants furent entièrement consacrés à fouiller le passé. Clémence, désormais armée de la lettre et des aveux de Julien, voulait aller au bout de cette histoire. Elle ne pouvait plus rester dans l'ombre des manipulations de son père. Elle voulait comprendre jusqu'où il était allé, combien de vies il avait touchées, combien de vérités il avait écrasées pour préserver son silence. Julien l'aida à reconstituer le puzzle. Il ouvrit pour elle ses archives personnelles, ses dossiers juridiques, les notes de ses avocats, les lettres d'accusation qu'il avait reçues à l'époque. Ensemble, ils établirent une chronologie. Clémence lisait, soulignait, recopiait. Chaque mot, chaque signature, chaque preuve devenait un coup de massue sur les souvenirs d'une enfance construite sur des fondations mensongères. La pièce la plus accablante arriva d'Alice quelques jours plus tard. Un courriel puis une enveloppe contenant des copies certifiées de documents légaux. L'un d'eux portait la signature falsifiée de Julien, utilisée pour autoriser un transfert de fonds suspects vers une société écran basée au Luxembourg. Le plus terrible, c'était le même modèle de signature que Clémence avait vu son père employer lorsqu'elle était adolescente pour signer à sa place les bulletins scolaires ou les absences. Elle reconnut le style, la pression du trait. « C'est lui », dit-elle à Julien, la voix cassée. « C'est mon père qui a falsifié ta signature. Il a utilisé ton nom comme écran, comme marionnette. » Julien acquiesça. « Il m'a détruit. Il m'a volé mes années les plus précieuses et il t'a volé à moi. »
Clémence savait ce qu'elle devait faire. Elle demanda à Julien de la conduire à Paris. Là-bas, son père vivait dans un petit appartement, discret, à peine meublé, comme s'il avait toujours été prêt à fuir de nouveau. Elle ne l'avait pas vu depuis leur rencontre à Lyon. Elle frappa à sa porte sans prévenir. Il ouvrit, surpris mais pas bouleversé. Il s'écarta, comme s'il savait déjà qu'elle viendrait. « Je t'attendais », dit-il simplement. Clémence entra, regarda autour d'elle. L'endroit puait l'abandon. Des piles de papier, des valises ouvertes, une bouteille de whisky à moitié vide sur une table branlante. Elle ne s'assit pas. « Tu m'as menti, dit-elle. Tu m'as volé. Tu nous as volés. »« Je t'ai protégé, » répondit-il avec ce ton manipulateur qu'elle connaissait trop bien. « J'ai fait ce qu'un père devait faire. » Non, un père ne falsifie pas des identités. Un père ne détruit pas les gens qu'on aime pour sauver sa peau. Il haussa les épaules, comme si rien de tout cela n'était grave. « Tu ne peux pas comprendre. Le monde est pourri. Si je ne l'avais pas fait, on aurait tout perdu. » Et Julien, il n'était qu'un pion de plus. Clémence sentit une rage glaciale monter en elle. Mais elle ne cria pas. Elle tendit un dossier. Il le prit, le feuilleta et blêmit. Des preuves, des signatures comparées, des relevés bancaires, des témoignages. Elle avait tout. « Tu vas être arrêté, » dit-elle. « Tu vas enfin répondre pour ce que tu as fait. » Il se laissa tomber sur un fauteuil, vaincu. Pour la première fois, elle vit chez lui un éclat de peur. « Tu n'oserais pas. »« Je l'ai déjà fait, » répondit-elle. « La police est en route. Je suis venu pour te regarder en face. Pour que tu saches que je ne te protégerai plus. » Il ne répondit pas. Elle quitta l'appartement sans se retourner. Dehors, Julien l'attendait dans la voiture. Elle monta, tremblante, mais droite. Il ne dit rien. Il posa une main sur la sienne, simplement. Et ce geste suffit à lui rappeler qu'elle n'était plus seule dans ce combat. Le lendemain, la nouvelle de l'arrestation de Gérard Martin, ancien consultant financier impliqué dans une série de fraudes à grande échelle, fit la une de plusieurs sites. Clémence lut l'article sans émotion. Elle n'était pas fière, mais elle était libre. Enfin, Julien, touché par ce qu'elle avait fait, ne chercha pas à la consoler. Il la regarda avec une forme de respect silencieux, et lorsqu'elle croisa son regard, elle comprit qu'il ne voulait plus de réponse. Il voulait juste avancer. Le soir, ils dînèrent ensemble, sans dossier entre eux. Juste 2 assiettes, un vin rouge profond et un silence apaisé. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant, je me reconstruis, sans dette, sans fuite, et peut-être avec toi. » Il leva son verre comme un serment discret. À la vérité, même tardive, elle sourit, amèrement mais sincèrement. À la vérité, et à ceux qui ont survécu pour la dire. Le retour à la vie normale, si tant est qu'il existât un jour, commença dans le silence. Après la tempête, Clémence ne cherchait ni l'agitation ni les célébrations. Elle passait ses journées entre lectures solitaires, longues promenades dans les vignes et conversations brèves mais pleines de sens avec Julien. Il ne tentait pas de s'immiscer dans ses pensées. Il la laissait guérir, et cette patience, plus que toute autre déclaration, la touchait profondément. Elle n'avait pas encore pris de décision sur ce qu'elle ferait une fois le contrat achevé. Il restait plusieurs mois avant l'échéance du mariage imposé, mais rien ne l'obligeait à rester. Pourtant, elle n'envisageait pas de partir. Pas encore. Un matin, assise sur la terrasse, Clémence regardait les vignes onduler au vent. Elle pensait à sa mère, désormais prise en charge dans une clinique spécialisée grâce à l'accord initial de mariage. Les soins progressaient bien. La distance leur faisait du bien à toutes les deux. Elle pensait aussi à ses élèves, à sa vie d'avant, et à la place qu'elle pourrait occuper dans ce monde-ci, le monde d'après. Julien la rejoignit avec 2 cafés. Il ne dit rien, lui tendit sa tasse, puis s'assit à ses côtés. « Tu réfléchis ?» dit-il. Elle hocha la tête. « À comment faire pour ne pas revenir en arrière, pour ne pas retomber dans la peur, dans la soumission. Il faut que je reconstruise quelque chose, Julien. Pas seulement moi, mais ce que je fais de ma vie. Il faut que ça ait un sens. » Il la regarda un moment, puis posément. « Et si tu ouvrais une bibliothèque ici ?» Elle se tourna vers lui, surprise. « Une bibliothèque ? Tu as toujours aimé les livres. Tu parles souvent de ce que la littérature peut faire pour les gens. Ici, il n'y a rien de tel. Le village voisin a perdu la sienne depuis des années. Tu pourrais créer un lieu vivant, ouvert, avec des ateliers, des lectures, des discussions. Je peux t'aider. Ou rester en retrait, comme tu préfères. » Elle resta muette quelques instants.
le regard fixé sur la vallée. Une bibliothèque dans une propriété vinicole. Pourquoi pas? Les vignes nourrissent le corps. Les mots nourrissent l'esprit. Elle sourit. Il la connaissait. Assez pour proposer quelque chose qui n'était pas un cadeau, mais une base. Un début. Les semaines suivantes furent consacrées à ce projet. Julien mit à disposition une aile désaffectée du domaine, une ancienne cave abandonnée, aux poutres solides et aux murs épais. Clémence prit les choses en main. Elle fit appel à des artisans, choisit les meubles, sélectionna les ouvrages à acquérir. Alice, toujours fidèle, lui envoya des caisses de livres depuis Paris. D'autres vinrent de Lyon. La pièce se transforma peu à peu. Elle invita des enfants du village pour leur lire des contes. Des adolescents curieux vinrent feuilleter des romans. Des personnes âgées, autrefois silencieuses, retrouvèrent un lieu où parler. Clémence n'était plus l'épouse d'un homme riche par obligation. Elle était une présence, un moteur, une force. Julien, de son côté, poursuivait ses affaires viticoles. Mais il s'arrêtait souvent devant la bibliothèque, s'attardait à la porte, parfois entrait discrètement, prenait un livre, s'asseyait. Ils échangeaient peu de mots, mais leur complicité s'épaississait chaque jour. Un soir, alors qu'ils fermaient ensemble les volets de la bibliothèque, Julien s'arrêta. « Je t'ai imposé un contrat, mais je veux te proposer autre chose maintenant. » Elle le regarda attentive. « Je t'écoute. Tu es libre. Tu peux partir, dès demain. Mais si tu veux rester, ce serait sur d'autres bases. Pas comme ma femme sous contrat, mais comme toi, Clémence. Sans obligation. Juste toi, ici, si tu le veux. » Elle resta silencieuse un moment. Puis, « Et si je choisis de rester, on devient quoi ?» Il ne répondit pas tout de suite. « Ce qu'on voudra. Des alliés, des partenaires, des amis, plus, peut-être. Mais cette fois, je n'attends pas une promesse, juste une présence. » Elle acquiesça lentement. « Alors je reste, pour l'instant. Mais comme moi-même, pas comme quelqu'un qu'on a façonné. » D'accord. Ils restèrent là, côte à côte, regardant le ciel s'assombrir. Aucun mot de plus n'était nécessaire. Le chemin n'était plus dicté par le passé, ni tracé par la douleur. Il s'ouvrait, libre, incertain, mais vrai. Le calendrier glissait doucement vers la fin de l'année. Les vendanges touchaient à leur terme. Les feuilles des vignes prenaient des teintes dorées, et l'air du matin portait une fraîcheur nouvelle. Le contrat de mariage, signé presque un an auparavant, approchait de son expiration. Clémence le savait. Elle y pensait chaque jour, sans en parler à Julien. Et lui, de son côté, respectait ce silence. Le domaine avait changé. Il n'était plus seulement un lieu d'enfermement, mais aussi de transformation. La bibliothèque communautaire, désormais nommée « Les mots du terroir », était devenue un lieu central du village voisin. Des ateliers de lecture pour enfants, des soirées poésie, des clubs de discussion y prenaient vie. Clémence s'y consacrait avec une passion tranquille. Elle avait retrouvé un rôle, une voix, une raison d'être. Mais l'échéance du contrat pesait. Ce document, signé sous la contrainte, avait été le point de départ d'un parcours douloureux, mais aussi d'une reconstruction. Que faire maintenant? Rester, partir? Et si elle restait, sous quelles conditions? Avec quelles attentes? Julien, de son côté, continuait à lui laisser de l'espace. Il ne posait pas de questions, ne faisait pas d'allusions. Il n'y avait plus de gestes ambigus, plus de regards insistants. Il vivait à ses côtés comme un allié silencieux. Parfois, ils dînaient ensemble, discutaient de littérature ou de gestion de domaine. Parfois, ils passaient des journées entières sans se croiser. Et pourtant, une forme de lien s'était tissée. Pas une passion fiévreuse, mais une entente stable, profonde. Clémence commença à écrire. Elle remplissait des carnets entiers, la nuit. Non pas un roman, ni un journal intime, mais une chronique de ce qu'elle avait traversé. Elle voulait fixer les souvenirs, les douleurs, les doutes. Elle voulait comprendre ce que cela avait coûté de retrouver sa voix. Elle voulait pouvoir dire, un jour, « J'ai choisi ». Le jour de l'anniversaire de leur mariage arriva sans cérémonie. Julien lui remit une enveloppe. À l'intérieur, une copie du contrat barrée d'un trait rouge et un mot écrit de sa main. « Tu es libre, tu l'as toujours été. Mais aujourd'hui, je le rends officiel. » Clémence le regarda longtemps. Il avait l'air fatigué mais calme. Il ne souriait pas. Il ne suppliait pas. Il attendait. Elle se leva, alla marcher seule dans les vignes. Les couleurs de l'automne dansaient autour d'elle. Elle pensa à sa mère, désormais stable, à son père,
jugé et reconnu coupable. À Alice, à Lyon, qui lui écrivait chaque semaine. Et à elle-même, au cœur de tout cela, debout après tant de tempêtes. Rentrée au domaine, elle retrouva Julien dans la salle de dégustation, seul, un verre à la main. Elle s'approcha. « Je ne vais pas partir. » Il tourna la tête vers elle, sans surprise. « Tu es sûr ?»« Oui, mais pas comme ton épouse, pas comme l'objet d'un contrat. Je reste comme Clémence, une femme qui a choisi, qui ne doit rien à personne. » Il acquiesça lentement. « Alors nous recommençons, sur des bases différentes. Pas de promesses, pas d'attente, juste voir ce que ça peut devenir. » Exactement. Ils trinquèrent, sans formule solennelle. Le vin avait un goût plus doux ce soir-là. Il portait la mémoire de l'amertume, mais aussi la possibilité du renouveau. Clémence savait que tout restait fragile, que rien n'était acquis, mais elle ne craignait plus l'incertitude. Elle s'y installait comme dans une maison qu'on apprend à aimer, pierre par pierre, sans garantie, mais avec espoir. Les mois passèrent sans heurts, dans une tranquillité presque méfiante. Clémence et Julien vivaient désormais sous le même toit, mais non plus comme deux étrangers liés par la contrainte. Ils cohabitaient comme deux volontés distinctes, libres d'avancer ou de s'arrêter, sans chaîne, sans attente tacite. Il n'était plus question de refaire le passé. Le présent lui seul comptait. La bibliothèque s'enracinait dans la vie du village. Les habitants y passaient presque chaque jour. Les enfants s'épanouissaient dans des espaces de lecture colorés et des adultes, parfois peu lettrés, venaient écouter les récits lus à haute voix par Clémence. L'endroit respirait la simplicité et l'authenticité, à l'image de ce qu'elle était devenue. Une femme sans illusion, mais avec une force tranquille, née du chaos et du courage. Julien avait cessé d'imposer sa présence. Il entrait parfois dans la bibliothèque pour aider à ranger ou simplement pour lire dans un coin. Il partageait quelques repas, des éclats de rire, des silences. Il ne parlait jamais d'eux au futur. Le présent suffisait. Il savait que le lien qui s'était reformé ne se nourrissait pas de projets, mais de constance et de respect. Un jour, alors qu'elle classait de vieux livres, Clémence tomba sur un exemplaire usé de L'Étranger de Camus. Une note manuscrite était glissée entre les pages. Elle reconnut l'écriture de Julien. Peut-être sommes-nous tous des étrangers à nous-mêmes, jusqu'au jour où quelqu'un nous regarde vraiment. Elle sourit, rangea la note dans sa poche, mais ne dit rien. Elle avait appris à ne pas tout nommer, à ne pas exiger de réponse. Le lien entre eux ne passait plus par des déclarations. Il existait dans le quotidien, dans les regards échangés, dans les décisions prises ensemble, dans la paix qu'ils trouvaient à ne pas chercher ce que les mots ne peuvent dire. Ils rénovèrent ensemble une partie de la maison. Une aile abandonnée fut transformée en salle de lecture d'hiver. Clémence choisit les tissus, Julien ponça les meubles anciens. Le travail à quatre mains fut leur langage. Ils parlaient peu, mais leurs gestes étaient pleins d'un dialogue discret et constant. Un dimanche, en fin d'après-midi, alors qu'ils observaient la lumière tomber sur les vignes, Julien brisa le silence. « Il y a 1 an, j'aurais tout donné pour te forcer à m'aimer. Aujourd'hui, je préfère que tu sois là par choix. » Elle le regarda longuement, puis répondit « Je suis là, et je reste. C'est tout ce que tu dois savoir. » Il hocha la tête. Ils n'avaient pas besoin de plus. Ils ne se dirent jamais qu'ils s'aimaient. Pas encore, peut-être jamais. Mais l'amour, dans leur cas, ne serait plus une promesse exaltée, mais une construction lente, patiente, réelle. Une complicité faite d'habitude, de partage, d'absence de peur. Un jour, Clémence proposa de faire de la bibliothèque un espace permanent, indépendant du domaine. Julien accepta sans hésitation. Elle fonda une association, lança une campagne locale, reçut des dons inattendus. Elle découvrit que le besoin de culture, de lien, de beauté était immense dans cette région trop longtemps silencieuse. Elle ne rêvait plus d'écrire un roman, ni de fuir vers l'Asie. Elle rêvait de permanence, d'impact, de terre et de mots mêlés. Elle vivait non plus dans l'attente d'un avenir idéalisé, mais dans l'évidence de son présent. Julien, de son côté, réorganisa les affaires du domaine. Il ouvrit les portes à des ateliers de vin pour les jeunes, des visites éducatives, des rencontres entre viticulteurs. Le domaine devint plus qu'un lieu de production, un lieu de transmission, à l'image de ce qu'il devenait, lui et Clémence. Un nouveau départ, non dicté par les regrets mais par les choix.
non bâtie sur les ruines du passé, mais sur les pierres ramassées, nettoyées et posées à nouveau. Ensemble, mais sans fusion. Libres, mais connectés. Et si un jour l'amour renaissait entre eux, ce serait un amour sans dette. Un amour libre, vrai et pleinement choisi.